Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! Lance en poulet! 109.1 Sport des Sous. Ici Charles Tibert qui vous dit... De retour au World Mime Spike. Yes, fils de chien! Yes, de chien! Ok, fini là! Match nul! What's up les nuls et bienvenue au Match Nul, le meilleur balado sportif que personne n'écoute. On est en plein mois de juillet, un mois un peu tranquille niveau sport, sauf si vous êtes fan de baseball, mais ça reste le mois où les pays ont décidé de se fêter eux-mêmes. Oui, on le sait, la fête du Canada le 1er juillet, celle des États-Unis d'Amérique le 4 juillet, ainsi que la France le 14 juillet. Bon, c'est aussi la fête de l'Égypte, la Mongolie et le Népal pour ne nommer que ceux-là, mais ça briserait un peu mon concept de la chronique que je vous ai pas encore présentée. Donc, Canada, États-Unis, France. 3 grands pays avec une fixation sur les pieds. Les Français avec leur foot, les États-Unis qui s'obstinent à tout mesurer en pieds, et le Canada qui avait pas mal de pieds humains flottants retrouvés dans les eaux près de Vancouver. Ouais, je sais que c'est un peu un reach la dernière, mais que veux-tu, il fallait que ça marche dans mon concept de pied. Donc, pour célébrer les 3 pays, on va jaser aujourd'hui de sport typiquement d'un pays qui a été exporté dans un autre pays. Pas clair? Tant mieux! On se dirige sans plus attendre vers le Canada. 3, 4... Au Canada. Et comme on est dans le concept de pied, on va parler du foot, le soccer, le fameux sport obsessif des Français à en devenir une religion qui s'est exportée il n'y a pas très longtemps au Canada. Bon, je sais qu'on joue au soccer depuis longtemps au Canada, mais il fallait bien que je trouve de quoi de français au Canada en excluant le Québec, ce qui est quand même une tâche un peu difficile. Donc, le soccer, que dis-je? Le foot au Canada. Oui, il y a les Whitecaps, l'Impact et les Clowns de Toronto, Team Canada gars, mais surtout Team Canada filles, mais on va parler du produit all Canadian d'un océan à l'autre en omettant bien évidemment le Québec, la Canadian Premier League. Je vous l'ai déjà présenté dans un autre épisode, en fait, v'là un an, on commence à se répéter, on dirait. J'aurais pu vous jaser du championnat canadien, mais comme il change de règles à chaque année pour favoriser Toronto, ben ça mérite pas bien qu'on s'attarde à lui. Alors, la CPL, on se rappelle des équipes. Atlético d'Ottawa, le Cavalry FC de Foothill County en Alberta, le Forge FC d'Hamilton, le HFX Wanderers d'Halifax, le Pacific FC de Victoria en Colombie-Britannique, le Valour FC de Winnipeg, le Vancouver FC et le York United FC de Toronto. En plus, des expansions sont prévues à Saskatoon en Saskatchewan et à Windsor en Ontario. Le commissaire Mark Noonan a d'ailleurs divulgué que la Ligue planifiait se rendre à 12 équipes d'ici 2026, soit dans 3 ans. Et c'est cette partie-là qui va nous intéresser, les expansions. Je vous donne le compteur des équipes actuelles, car vous avez probablement été perdu dans l'abondance de FC tantôt. On est rendu à 8 équipes dans la CPL, excluant Saskatoon et Windsor qui ne jouent pas encore, donc ils ne sont pas là. Ça veut dire qu'il faut ajouter 4 équipes d'ici 3 ans à la Ligue. Un peu ambitieux, Buddy Noonan? On fait le tour des rumeurs pour vous dans notre nouveau segment Potin de la CPL. Ouais, on est tellement confiant que le segment va pas revenir que j'ai pas pris la peine de faire un thème. Donc, selon les dires de notre ami Noonan, la province de Québec serait le prochain endroit en priorité pour une expansion. 3 possibilités ont été pensées. Montréal, mais oubliez ça, l'équipe va arriver, il va vouloir s'appeler l'Impact, les Ultras ils m'ont beaucoup trop ça et ça va faire trop de merde, donc oubliez ça. Option numéro 2, Laval. Oui, la Ligue a étudié la possibilité que le club joue à Laval. Seul hic, le plus gros stade à Laval, c'est genre celui des Nomades du collège Montmorency qui peut accueillir une centaine de personnes. On va pas bien loin avec ça pour un sport professionnel. Donc, il faudrait probablement en construire un ou au moins augmenter le nombre d'estrades et d'infrastructures. Pour ceux qui se le demandent, le FC Laval de la Ligue 1 Québec joue au Parc Cartier puis ils n'ont pas plus d'estrades. Ce qui nous amène à la 3e option, Québec. Mais Québec, comme vous le savez probablement déjà, n'a qu'un seul objectif sportif en tête, le retour des Nordiques dans la LNH. Ils ont déjà dit non à une équipe de cross. La CFL, ça les intéresse pas vraiment. Ils se laissent désirer par la Ligue canadienne élite de basketball où l'Alliance de Montréal joue.
Ils vont même accueillir le match des étoiles en août prochain. Hein? Donc, probablement que les Québécois, hein, K-E-B-E-K-W-A, vont ressusciter. Et non, je niaise pas, le nom de Décrypte s'écrivait vraiment comme ça avec une grenouille en logo. C'était du génie. Mais je m'égare, revenons au foot à Québec. Selon ce que j'ai entendu via la traduction d'une intelligence artificielle d'un article anglophone sur la question, Soccer Québec aurait fait un sondage/étude de marché. La population serait favorable et... ben, on en est là, hein? Ouais, tout ça pour pas grand-chose, hein, finalement. Potin de la CPL. Donne-moi ça! Donne-moi ça! Donne-moi ça, mes potins! CPL. Ah, bon, ben ça a l'air qu'on a un thème finalement pour les potins de la CPL. Hein? Donc, tout ça pour dire que la CPL est intéressée à Québec et que Québec aussi un peu, ça a l'air. Hein? De là à avoir une équipe d'ici 2026, je suis pas sûr. Allons alors dans l'Ouest, hein? C'est là qu'il est le cash de toute façon. L'an passé, il y avait le FC Edmonton. Mais là, il n'est plus là. Mais nous a un plan, ou plutôt un désir de ramener le foot de la CPL à Québec. Et soit de mettre Alphonso Davies dans un groupe de propriétaires avec un nouveau stade de soccer. Ouais, je suis en train de me dire que la CPL est autant broche à foin que la CFL. Bon, c'est sûr qu'il y aura un autre endroit en Ontario, genre Kitchener ou Mississauga, qui pourrait faire l'affaire, mais tant qu'à être dans le coin à Potin, hein, il semblerait aussi que la troisième plus grosse ville de la Colombie-Britannique, Kelowna, serait intéressée à avoir elle aussi une équipe comme Vancouver et Victoria. Fac, ça va être qui les 4 équipes à joindre la Canadian Premier League d'ici 2026? Match nul vous offre son palmarès officiel. Mon Dieu, j'ai manqué ce mot-là. Bon, tant pis. 1. Saskatoon. Ils ont un stade, un proprio. Il leur manque juste le FC après le nom de la ville pour que ce soit officiel. 2. Windsor. Oui, je mets les 2 candidatures d'expansion qui ont été approuvées par la CPL dans le palmarès, hein, mais un moment donné, il en faut 4, hein? Et Windsor FC, hein, ça sonne bien, non? 3. Kelowna. Ça a l'air de bien marcher le soccer, le foot, en Colombie-Britannique. Donc, on continue sur cette lancée et on ajoute une équipe là-bas qu'on pourrait appeler le Kelowna FC, hein? Vous voyez comment j'utilise tout mon jeu créatif pour trouver les noms de clubs, hein? Prends ça en note, le CF Montréal. Numéro 4, Edmonton. Ouais, je vais plate ici, hein? Ils vont être capables de ramener l'équipe pour 2026 afin d'atteindre le plateau des 12 équipes. Et si après 2026, ça leur tente encore de faire faillite et de se dissoudre, ben libre à eux de le faire. Hein? Anyway, ça leur apprendra à nous donner un goaler pourri qui nous a fait perdre la finale de la Ligue des Champions contre Club America. Oh ouais, je l'ai encore sur le cœur, les maudits. Et pour Québec, d'après moi, d'ici 2030, hein, il va y avoir une équipe ici. D'ailleurs, il y a un site qui propose comme nom pour une future équipe de la ville de Québec le nom Olympique de Québec. Ce qui est pas mal épais car ça aurait dû être le nom du rebrand de l'Impact à la base. Hein? Tu sais, Olympique de Montréal, c'est comme Olympique de Marseille. Ça fait-tu assez international, ça? Hein? Puis Olympique de Québec, ben, ça n'a pas rapport. Hein? Ça fait juste nous rappeler qu'on a perdu le vote par corruption pour les Jeux d'hiver de 2022 contre Salt Lake City. Bon, assez jasé de foot. Allons maintenant dans la véritable contrée du foot, nos voisins d'océan qui pensent qu'on vit dans des igloos en chemise à carreaux en mangeant que de la poutine, la France. 3, 4. Allons enfants de la patrie. On va rester dans le football, mais cette fois-ci, le football américain. Oui, c'est une relation entre les 3 pays, de même notre concept de chronique, juste pour vous ramener dans le focus avant de le reperdre. On le sait tous, les Français admirent quand même les Américains. Ils les trouvent donc bien cool avec leur anglais, leurs films qui aiment traduire le titre avec d'autres mots anglais, et le fait qu'ils ont réussi à battre le Royaume-Uni quand ils venaient de perdre contre eux en Amérique. Mais ça reste des Français, hein, sont capables de faire comme eux, mais en mieux. Donc, on va faire un petit tour d'horizon. On pourrait croire que l'aventure du football américain en France débute avec la fameuse ligue NFL Europa dans les années 90, mais non! Il n'y avait pas d'équipe en France. Évidemment, l'histoire, ça commence sur des bases d'armée de l'OTAN, donc américaines, où des équipes vont se former durant les années 50 en France. Et ça va évoluer tranquillement pour devenir le championnat de France de football américain D1 dans les années 80. De là va naître 2 sous-divisions, la D2 et la D3, pour respecter la formule européenne de la ligue sportive avec des systèmes de relégation. Ils ont même donné des surnoms tout cute pour chacune des divisions, hein? Casse d'argent pour la D3, casque d'or pour la D2 et casse de diamant pour la D1. C'est beau, hein?
Vu que c'est l'été et que du coup, on veut vous préparer pour la prochaine saison de la D1, on va faire un tour des équipes du championnat. Question que vous trouvez une équipe avant que ça commence, hein? Ben oui, une autre exclusivité match nul qui vous parle encore une fois d'une ligue de football américain obscure. On commence avec les Black Panthers de Tonnen, une vieille équipe qui a joint le championnat en 87 et qui a gagné 3 fois depuis 2013, mais il a aussi perdu la finale 7 fois depuis 2007, hein? C'est pas tant bon ça. Un peu moins reluisant comme statistique, on pourrait dire. Ils jouent évidemment en noir et leur logo est une panthère noire au milieu d'une chaîne de montagnes pour rappeler les Alpes. D'ailleurs, ils sont entraînés par Larry Legault, un Québécois. Passons maintenant aux Cougars de Saint-Ouen-l'Amone, qui doit être un endroit où, quand on y est, on se rend compte qu'on est perdu. Eux aussi ont été champions, même back-à-back en 2015-2016. Les Cougars jouent en noir et or, et leur logo, c'est une tête de cougar or et noir. Hein? Leur page Wikipédia a une petite section anecdote que donc je vais lire intégralement. Hein? Ouverture des guillemets de citation pour pas être accusé de plagiat. Les Saint-Ouennais se sont d'abord appelés les Firebirds, puis les Mustangs, avant de prendre l'appellation définitive des Cougars en 1990. Un patronyme choisi par l'entraîneur de l'époque, le pasteur américain Dennis Hickey, en hommage à l'équipe universitaire de Kansas State Wildcat, dont il a traduit le nom. Signé un contributeur anonyme. Dire qu'on est passé à ça que l'équipe s'appelle les Chats Sauvages. Hein? En tout cas, belle opportunité manquée ici. Dirigeons-nous vers le Flash de la Courneuve, le Longueuil de Paris. C'est l'équipe la plus vieille et la plus titrée de la Ligue, avec 11 championnats en 16 finales. Niveau couleur, eux aussi sont en noir et jaune. Hein? C'est à croire qu'il y a juste un pattern de couleur permis dans cette ligue. Leur logo est le mot Flash en jaune avec une étoile rouge derrière le F du Flash et un casque noir avec une éclair jaune dessus à droite du mot. Bref, on croirait que le logo a été fait sur Microsoft Office tellement que c'est flat. Là, je sais ce que vous dites, hein? C'est-tu assez laid comme nom d'équipe, le Flash? Il semblerait que le nom qui a été trouvé juste avant leur premier match, au moment où les adversaires leur demandaient c'est quoi le nom de votre équipe, du coup? Petit caucus sur le terrain et répondirent les Flash, parce que l'équipe a été commanditée par un magasin de photos. Non, mais c'est-tu de la merde comme origine? Non, ça, t'sais. D'ailleurs, ils ont abandonné les Flash pour juste Flash, pour que ça fasse plus anglais. Rendons-nous aux récents champions de la D2, donc promus dans la Grande Ligue, les Pionniers de Touraine. Les Pionniers jouent en rouge et jaune et leur logo c'est comme un taureau où la face c'est fait avec le P et le T avec des longues cordes aux extrémités des lettres avec plus ou moins de succès. C'est pas tant clair comme logo, j'essaie de mieux l'expliquer pour vous. Une équipe qui risque de redescendre dès l'an prochain, hein? Alors tu vois. Et check-moi qui disse une équipe sans rien connaître du championnat. 5e équipe, les Molosses d'Asnières. Eux, ils l'ont gagné 2 fois, même ce sont quand même des habitués des allers-retours entre la D2 et de la D1. Le logo est une tête grise de bulldog, un peu cartoon, et l'équipe joue évidemment en noir et rouge. Voyez que je commence un peu à accélérer le rythme, hein? Donc pas le temps de niaiser et hop aux Spartiates d'Amiens. 3 fois champions en 4 tentatives, les Spartiates ont un logo jaune d'un casque spartiate écrasé dans un ovale et ont comme couleur de maillot le noir et le jaune. Voyons, tabarnak, ils sont pas capables de la variété de couleurs dans cette ligue-là, ou c'est juste qu'elle a un fournisseur qui leur donne c'est noir ou rien. En tout cas, autour des Argonautes d'Ax en Provence. 8 championnats en 17 finales, ils sont considérés comme l'un des grands clubs du foot américain français qui joue avec les couleurs des 49ers en rouge et or. Bon, enfin un club qui a compris. Leur logo, quant à lui, est un casque rouge de football avec un grand A pour Argonaut sur le côté avec une crête rouge sur le casque. Les fins finaux vont se dire qu'ils ont volé le nom aux Argonautes de Toronto. C'est pas mal ça. Hein? Leur premier coach, Chuck Weir, c'est un romancier dans la vie. Là. Il a décidé que lui, qui a été carrière à l'Université de Toronto, il aimait bien le nom de l'équipe de la CFL. Donc, il a décidé de les appeler les Argonautes. En tout cas, c'est fou comment que je parle pour rien dire dans cette chronique. Donc, nous sommes rendus au Blue Star de Marseille. Avec un nom de même, vous vous dites qu'il joue en bleu. Ben non! Un bel uniforme noir avec quelques traits blancs. Le logo copie l'étoile des Cowboys de Dallas en le mettant au-dessus du nom de l'équipe dans une calligraphie que je qualifierais de futuristique dynamique. Et on retrouve en silhouette blanche dans l'étoile une église de Marseille, je présume.
L'équipe a fait son entrée dans la D1 pour la première fois en 2018 et ont un seul championnat à leur actif, soit celui de la D3. Bref, comme c'est pas un gros club ici, hein. Mais peut-être que l'entraîneur Bavwong Suphan Tan Wong va renverser cette tendance. Hein. Ouais, je l'ai juste name drop son nom parce qu'il est assez extraordinaire. Poursuivons avec les Centaures de Grenoble, où leur logo est un centaure qui semble être en train de tomber dans une étoile rouge à contour blanc-bleu et derrière le nom du mot centaure, évidemment. Leurs couleurs d'uniforme ont le bleu avec des touches de rouge et blanc, mais inquiétez-vous pas, fans de la D1, le bleu est très foncé, on dirait presque du noir. D'ailleurs, le chroniqueur sportif de Salut Bonjour, Charles-Antoine Sinotte, a joué pour le club, hein? Le monde est petit, hein? Continuons avec les Grizzlies catalans qui jouent près de la frontière de l'Espagne. Un club tout jeune qui a vu le jour en pleine fin du monde en 2012 et il a fait son entrée dans la D1 en 2020. Eux, ils ont le timing, hein? Leur couleur d'uniforme? Le noir et or pour faire changement dans le style des Saints de la Nouvelle-Orléans et leur logo est une tête de grizzly qui mord un ballon de football qui tient entre ses griffes. C'est probablement eux le next big thing, donc sautez dans le bandwagon avant qu'il soit trop tard et qu'on vous traite de suiveux. Utilisons une autre verbe de transition pour se rendre aux Dauphins de Nice qui font leur retour de cette saison en D1. Un club qui est une pâle copie des Dolphins de Miami, version cheap. Genre, leur logo est presque pareil, ça n'a même pas de sens, hein? Sauf les couleurs qui sont noires et rouges comme leur uniforme d'ailleurs. Oh, regardez bien ça, j'ai quelque chose pour vous concernant l'équipe. En 2004, une équipe de tournage vient à Nice pour filmer un film d'espionnage et de football américain mettant en vedette un chimpanzé. Ouais, je sais, gros concept ici, je sais pas pourquoi on n'a jamais entendu parler de ce film-là avant. Mais bref, l'équipe des Dauphins en a profité pour renouveler son stock d'équipement en achetant celui qui avait été utilisé pour le film. Non mais c'est pas génial ça, hein? On n'aurait jamais pu savoir ça si on s'était pas intéressé au championnat de football américain de France D1, gang, là. Rendez-vous, hein? Rendez-vous en compte. Et finissons avec notre 12e et dernière équipe, les Ours de Toulouse. Écoutez, j'ai plus tant de jus créatifs pour parler d'eux, mais sachez qu'ils jouent avec des uniformes noirs avec une trace de blanc. Mais sachez qu'une équipe en sol français, soit les Mousquetaires de Paris, joue dans la toute nouvelle European Football League qui regroupe 8 équipes d'Allemagne, 2 d'Autriche et une d'Espagne, de Suisse, d'Italie, d'Hongrie, de Pologne et de Tchéquie. Et concrètement, tout ça a mené à combien de joueurs français dans la NFL au juste? 4. Ça reste 2 de plus que le Kenya quand même, mais 29 de moins que le Nigeria. Et on va les nommer vu qu'il n'y en a presque pas et qu'on a du temps puis vive la République, hein, quoi. Donc, Charles Rome, Richard Tardis, Pat Saint-Don et Jethro Franklin pour un grand total de 201 matchs disputés dans la NFL, dont le dernier qui a foulé le terrain en 1992. Ça fait un bail, mettons. Alors disons-nous bisous bisous et au revoir la France pour terminer notre escapade des 3 pays avec la terre des libertés, les États-Unis. 3, 4. Oh, c'est Kenyusi. Ah, les États-Unis d'Amérique. Hein? Si vous suivez bien jusqu'à date, on est rendu au lien qui unit le Canada et les États-Unis dans notre histoire de pied. Et on va pas parler d'unité de mesure plus ou moins exacte utilisée dans les deux pays, mais plutôt d'un autre sport de pied, le football canadien chez nos voisins du Sud. Comment les Américains oseraient jouer à un autre football que le leur? Mais la réponse, c'est qu'ils n'y jouent pas vraiment, ou plutôt plus vraiment. Car oui, la Canadian Football League a déjà essayé d'installer le football canadien en terre américaine. C'est donc le moment idéal pour ressortir la machine à voyager dans le temps en vous tirant une bûche au passage pour comprendre comment ça s'est passé car les jeunes comme moi se réapproprient l'histoire parce qu'on n'était pas là. Un mini tire-toi une bûche juste pour vous. On s'en retourne dans le temps pour voir si on nous ment. Qu'est-ce qui se passait avant? On appelle ça temps. On pèse sur la pédale, fouillant dans les annales, revoir des gros scandales, point de vue impartial. Les arbitres une arnaque, la crosse pas les mini-max, mis avec tout pack. On dévifie ça, barnac. Arrête de faire l'autruche, et fais pas ta nunuche. Avec nous tu seras pas de cruche, fait que tire-toi une bûche. Nous sommes au début des années 90 dans les bureaux de la CFL. Voilà maintenant quelques décennies que les grands penseurs de la Ligue essaient d'élucider le mystère américain. Comment se fait-il que les Américains ne regardent pas le football de la Ligue canadienne? Et si la Ligue veut grandir et faire plus de cash, il va falloir percer le marché américain. Il y a eu quelques matchs d'exhibition de pré-saison aux États-Unis, mais tout cela date des années 60, hein, et ça fait quand même plus de 30 ans dans le monde du sport, et on sait que quand ça fait 30 ans, on se rappelle plus parce que c'est trop loin.
Mais ce n'est pas le seul problème de la Ligue. Il y a plusieurs équipes avec des problèmes de propriétaires, en plus de problèmes d'argent, de manque d'argent plutôt. Surtout depuis le retrait en 1987 de la commandite de la brasserie O'Keeffe à la télédiffusion des matchs qui rapportaient 11 millions de dollars aux équipes et à la Ligue. La CFL décide alors de se faire son propre réseau de télévision, le Canadian Football Network, qui sera un flop, on s'entend. Profitons-en pour faire un petit tour d'ailleurs des problèmes de chaque équipe canadienne. On commence avec les Alouettes de Montréal qui sont sur le respirateur artificiel depuis 5 ans. Mais le retrait de la commandite d'O'Keeffe signifie la fin pour l'équipe qui se dissout avant même le début de la saison de 1987. Les Stampeders de Calgary et les Rough Riders de la Saskatchewan ont dû faire des campagnes de financement pour arriver à leur fin du mois. Les Lions de la Colombie-Britannique et les Argonauts de Toronto ont toutes sortes de problèmes au niveau de leurs propriétaires de l'équipe. Les Blue Bombers de Winnipeg ont 3 millions de dollars en dette malgré une gestion avare. Les Tiger Cats d'Hamilton ont des problèmes d'assistance et le projet des propriétaires communautaires à la Packers de Green Bay, ça marche pas bien. Et vu que les Bills de Buffalo ont été à 4 Super Bowls de suite, cela attire les partisans de football d'Hamilton vers Buffalo, non loin de là. Et il y a aussi les Rough Riders d'Ottawa, deux équipes de la même ligue qui portent le même nom, ont une équipe de marde due à un propriétaire cheap, un prérequis pour tout proprio d'équipe sportive à Ottawa, on dirait. C'est donc dans ce brouhaha qu'arrive en 1992 un nouveau commissaire, Larry Smith. Oui, c'est le Larry que vous connaissez. Il arrive avec une mission donnée par les propriétaires, faire une expansion de la Ligue aux États-Unis. Le plan est simple, des équipes paient les frais d'expansion, donc plus d'argent dans les coffres, et on perce le marché américain. Le genre de stratégie efficace que la LNH va emprunter à son tour plus tard. Tu sais, le fameux pelletage de problèmes vers l'avant. Et la NFL Europa, nommée la World League of American Football à ce moment-là, vient de finir son aventure en Amérique du Nord avec la machine de Montréal d'ailleurs. Donc, c'est le moment parfait pour combler le trou. Il suffit que de trouver des gens riches pour acquérir une franchise. Donc, on a demandé à 2 anciens proprios de la NFL Européa division Amérique du Nord et ils vont lever la main pour transférer leur franchise, soit le Surge de Sacramento et les Riders de San Antonio. On en avait aussi pensé à Portland, mais la Ligue n'a pas réussi à trouver d'investisseurs. C'est plate. C'est ainsi que le 13 janvier 1993, la Ligue approuve les 2 franchises par un vote de 7-1. Winnipeg, ça leur tentait pas le rêve américain. Des vrais gâcheux de party, ceux-là. Évidemment, la règle d'avoir 20 joueurs canadiens dans l'alignement ne s'appliquera pas pour cette équipe, quand les règles sont flexibles pour de l'argent. Donc, bonne nouvelle, la CFL est sauvée et on s'en va attaquer le marché américain. Right? Le même jour, le propriétaire de l'équipe des San Antonio doit retirer la candidature pour l'expansion car la marde est pognée dans le groupe de propriétaires. Donc, voyez comment ça date pas d'hier, la gestion broche à foin de la Ligue. Sacramento, de son côté, accepte quand même d'être la seule équipe américaine pour la saison 1993 à condition que d'autres équipes y soient ajoutées la saison suivante. Et le Surge de Sacramento va en profiter pour faire un rebrand. Yeah! Rebrand. Yo, listen up, here's the story. Bon, ils vont être des Gold Miners à Star. Ils ont une saison honnête, soit une fiche de 6-12, comme les deuxièmes dans l'Est. Malheureusement, Sacramento joue dans l'Ouest, fait qu'ils ont pris le dernier rang. Passons à la saison 1994 où on a vu 4 nouvelles équipes américaines rejoindre les rangs. Baltimore, Shreveport en Louisiane, Las Vegas, Las Vegas, et Orlando. Mais excitez-vous pas trop pour Orlando, parce qu'à la conférence de presse pour présenter l'équipe, le groupe pressenti pour acquérir l'équipe, c'est tout simplement pas présenté. En tout cas, c'est parfait ça. Faisons un petit tour des 3 restantes. Les Pirates de Shreveport. Eux, c'est le proprio des Rough Riders d'Ottawa qui voulait déménager l'équipe-là, mais au final, il a vendu l'équipe au proprio des sénateurs de l'époque et s'est fait donner la franchise de Shreveport sans frais d'expansion, outre payer ses dettes qu'il a accumulées à Ottawa. Du côté de Las Vegas, les Pose, terrible nom d'équipe, ça marche pas pantoute. Presque personne va les voir vu que le stade est en dehors de la ville et que leur terrain de pratique est dans le stationnement d'un casino de la Strip. Un bel endroit pour que Anthony Calvillo débute sa carrière. Bref, l'équipe va suspendre ses activités à la fin de la saison. Quant à Baltimore, le proprio a l'objectif de faire revivre les Colts qui ont déménagé à Indianapolis il y a 10 ans. Et les fans et les médias sportifs de là-bas ont embarqué avec enthousiasme dans le projet. Sauf que,
commencez à être habitué au revirement de dernière minute dans cette ligue, hein? Juste avant le premier match de la saison, l'équipe reçoit une injonction de la NFL. Elle ne pourra pas appeler le club les Colts. Dommage, le proprio voulait justement nommer l'équipe les Baltimore CFL Colts. Donc, l'équipe sera connue sous le nom de Baltimore FC. Ouais, on s'en échappera pas de lui, hein? Mais ce sera un succès colossal, hein? Une moyenne d'assistance de 37 000 spectateurs par match qui se rendront même jusqu'en finale de la Coupe Grey pour perdre sur un placement à la dernière seconde. Nous sommes rendus à l'an 3 de l'aventure américaine de la CFL. Les Poles de Las Vegas sont suspendus, les Pirates de Shreveport ça va pas fort, les Gold Miners pensent à sacrer leur camp de Sacramento, ce qu'ils vont faire en s'en allant à San Antonio pour devenir les Texans. Bon, finalement, ils auront eu leur club de CFL, les tabarnouches. Hein. Bref, il y a juste le Baltimore FC qui roule bien. D'ailleurs, d'après un sondage auprès des fans, le club changera de nom pour les Stallions de Baltimore. La Ligue autorise 2 nouvelles franchises d'expansion. Les Barracudas de Birmingham en Alabama et les Mad Dogs de Memphis au Tennessee. Et le propriétaire de ces derniers est nul autre que le président de FedEx. Hein? Pas pris ça pour une ligue qui aurait probablement eu de la misère à pisser droit dans un urinoir. On en profite pour changer les divisions, hein? Celle au nord avec les équipes canadiennes et celle au sud avec les équipes américaines. La Ligue conclut même un deal avec ESPN pour diffuser 20 matchs. Wouhou! Hein? Donc, saison de 1995. Birmingham est un flop avec des pertes de 20 millions de dollars. Memphis et Shreveport ont eu aussi leur lot de difficultés. San Antonio, ça a bien été. Quant à Baltimore, l'engouement a diminué un brin, mais l'équipe s'est retrouvée championne de la Coupe Grey. Ben oui, pas pire pour une équipe avec une fiche de 750 dans ses 2 premières saisons. Hein. C'est une des meilleures tous sports confondus, ça, pour une équipe d'expansion. L'heure est au bilan pour la Ligue. Hein. Faut bien se rendre compte que le football canadien, ça intéresse pas vraiment les Américains. Surtout que la Ligue est pas capable de paraffer un gros contrat de télévision aux États-Unis. De plus, les équipes américaines souhaitent que le football canadien soit américanisé. C'est un peu weird, mais ça c'est ce que les équipes canadiennes ne veulent rien savoir. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on n'a pas été voir comment se portaient nos équipes du Canada, donc allons prendre un peu de leurs nouvelles. Pendant ce temps au Canada, le commissaire de la Ligue donnera un ultimatum à Ottawa et à Edmonton. S'ils ne vendent pas assez de billets, les franchises devront être dissoutes ou déménager. À Calgary, le propriétaire menace de déménager le club aux États-Unis si les partisans n'achètent pas 16 000 billets de saison. Puis, à Toronto, un des proprios des Argonauts meurt et un autre se fait arrêter pour fraude. Donc, l'équipe se retrouve sans proprio. Ce sera TSN qui gérera l'équipe pour le reste de la décennie. Hein? Tant qu'à avoir les droits de télé aussi bien gérés, sinon on a payé pour rien. Hein? Mais ce qui sonnera le glas de l'expérience américaine sera le déménagement des Browns de Cleveland à Baltimore pour devenir les Ravens. Je sais, ça n'a pas l'air de faire tant du sens ça, mais on y reviendra dans un prochain épisode. Donc, le propriétaire des derniers gagnants de la Coupe Grey sait très bien qu'il ne pourra pas lutter contre la NFL dans ce marché. Il explore alors les options comme Richmond en Virginie, Lehigh Valley en Pennsylvanie ou Houston au Texas. Mais au tournant de l'année 1996, seule une des 5 équipes américaines est prête à jouer la prochaine saison. La Ligue se rend à l'évidence et arrête ses activités aux États-Unis avec ses équipes. Mais les Stallions de Baltimore survivront quand même et déménageront au Canada, à Montréal, avec leur DG Jim Pop pour devenir les Alouettes. Hein? Tu l'avais pas vu venir, cette plot twist-là. Hein? Quand même. Hein? Sans frais d'expansion, 8 des 9 équipes de la CFL se retrouvent dans le rouge. Les Rough Riders d'Ottawa cessent leur activité à la fin de la saison, les Stampeders font faillite et la Coupe Grey est presque annulée, mais la chaîne de resto Tim Hortons vient sauver la mise grâce à une bonne commandite. Au final, les frais d'expansion auront permis à la CFL de survivre. C'est quand même un peu fucked up. Hein? La NFL va quand même penser à faire une expansion à Toronto, hein, ce qui serait pas mal le dernier clou dans le cercueil de la Ligue, mais elle change d'idée pour refaire l'entente entre les joueurs de football illégitimes entre les deux ligues et aideront la CFL au niveau marketing en plus d'un prêt de 3 millions de dollars. Eh bien, c'est la NFL qui a sauvé la CFL. Hein? Parle-moi de ça. Donc, on a fait le tour du Canada, de la France et des États-Unis, hein, pleine de nouvelles connaissances acquises grâce à Match Nul. On va en profiter pour faire une pause et au retour, on élucide des mystères. Un jeu.
ici Max Pacioretty. Voici ma sauce spaghetti. Pacioretty fait un retour à Montréal sur les tablettes d'épicerie avec sa toute nouvelle sauce à spag à Pacioretty. Faite à partir d'une recette de sa grand-mère volée dans une revue à potins, cette sauce vous charmera les papilles tel un but dans un filet désert. Une sauce brassée avec autant de passion et d'enthousiasme qui ont fait la renommée de Pacioretty. C'est aussi bon que mon leadership. La sauce à spag à Pacioretty, un goût purement italien des Amériques. Mouah! La sauce à spag Pacioretty, la sauce que tu mets dans la bouche, la sauce à spag Pacioretty, Pacioretty. Vous vous êtes probablement déjà posé la question, hein? Pourquoi en ce moment toutes les ligues sportives veulent aller à Las Vegas? Ben, on a la réponse pour vous. En fait, on n'a pas la réponse moi personnellement, mais Charles Divert et son équipe d'enquête ont découvert quelque chose qui pourrait vous intéresser et répondre à votre questionnement. Quel sport est arrangé? Combien de joueurs sont des extraterrestres? Quels arbitres sont corrompus? Qu'est-ce que vraiment un sport? C'est l'heure de dire la vérité sur les mensonges. Mystère, malédiction, complot, conspiration. Jeu truqué. Ici Charles Divert et bienvenue au Jeu truqué. Depuis une décennie, aucune ville américaine connaît une croissance aussi fulgurante que Las Vegas. Longtemps regardée avec dédain par les ligues sportives américaines, l'attrait soudain pour la ville du vice amène plusieurs interrogations. D'où provient ce volte-face? Que s'est-il passé? Est-ce que la ville possède un sombre secret enfoui dans ses casinos? Notre équipe d'enquête chevronnée croit avoir découvert la véritable raison du soudain attrait sportif de la ville. Mais pour bien trouver ce qui se cache derrière Las Vegas, nous devons d'abord le trouver. Las Vegas est la plaque tournante du sport des 5 dernières années. En effet, les grandes ligues sportives d'Amérique du Nord ne cessent d'implanter de nouvelles franchises dans la ville. La LNH ouvre le bal en 2017, suit la WNBA en 2018, les Raiders d'Oakland de la NFL y seront depuis 2020 et les Aces d'Oakland de la MLB y déménageront prochainement. Il ne serait pas étonnant qu'on voit dans un futur rapproché la NBA et la MLS en ces lieux. De plus, la ville accueille de nombreux galas du UFC, sans oublier un retour du Grand Prix de Formule 1 en 2023 et du Super Bowl en 2024. Pas mal pour une ville qu'on dit perdue au milieu du désert. Mais une question se pose. Rarement a-t-on vu des expansions ou déménagements simultanés dans un laps de temps si court vers une seule ville. Alors pourquoi cette ruée vers la ville du vice? Rien n'a véritablement changé là-bas. Alors pourquoi maintenant, mais pas avant? Se pourrait-il que quelque chose se cache derrière Las Vegas? La vérité se cacherait non pas derrière, mais sous la ville. Lors des rénovations du Caesars Palace en 2001, les ouvriers ont découvert dans les réseaux souterrains de la ville des signes d'occupation des lieux. Bien que la théorie principale était que ce soit des sans-abri qui occupaient l'endroit, des fouilles archéologiques ont tout de même été entamées. Le docteur en archéologie urbaine, Christopher Leto Iceberg, nous relate les trouvailles faites dans les tunnels sous Las Vegas. Après quelques mois de fouilles, nous avons découvert, non loin de matelas usés avec de vieux journaux comme draperie, des écrits étranges gravés sous le dos d'une vieille canette usée. Cela nous a pris plus de 3 ans pour arriver à décoder ce dialecte inconnu. Voici ce que les experts croient avoir déchiffré. Boston, moins 125. Dallas, plus 211. New York, moins 175. Et Détroit, plus 135. Mais qu'y a-t-il vraiment sous Las Vegas? Les chiffres et les mots décodés par les experts montrent qu'il existe une forme d'intelligence dans le sous-sol de la ville. Et qui dit forme d'intelligence dit une société, voire une civilisation avancée et probablement riche dans le plus grand des secrets. On retrouve aussi sur ce parchemin d'aluminium une petite gravure ressemblant à s'y méprendre à un homme qui souffle dans une longue trompette. Un socle qui est fortement associé à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, mieux connue sous le nom des Mormons. 1800
1855, William Prince Hurt et sa bande de Mormons s'installent dans le secteur qui sera plus tard connu comme Las Vegas. Ces Mormons bâtirent un fort dans le but d'y faire de l'agriculture et de l'exploitation minière en tentant de convertir les Autochtones de la région au passage. Toutefois, le groupe de Mormons dut quitter les lieux 2 années plus tard face aux conditions hostiles de l'endroit. Las Vegas ne sera fondée qu'officiellement qu'en 1905. Mais une question demeure. Sont-ils vraiment partis? Puisqu'ils ont tenté l'exploitation minière sur les lieux, les Mormons se seraient-ils installés dans leur propre tunnel? Y ont-ils découvert de grandes richesses en ces sols? Le destin de cette colonie mormone était lié à la prospérité de la ville? Faisons un bond de quelques années. En 1931, les jeux d'argent sont légalisés dans l'État du Nevada et avec la montée de la prostitution dans la ville, cela a fait un terreau fertile pour le crime organisé, tel que nous l'explique l'historien en délation et affaires illicites Giuseppe Grossetti. La mafia a vu le nombre de réglementations du Nevada comme une nouvelle opportunité d'investir leur argent. Le concept de casino s'appliquait parfaitement pour eux. Cependant, construire un casino est onéreux. Les mafieux ont dû obtenir du financement auprès d'hommes riches mormons. Et ainsi commença la glorieuse histoire de l'industrie du jeu à Las Vegas. Ces hommes riches mormons proviendraient-ils de la civilisation cachée sous la ville? Certains forums de l'Internet désignent cette société comme étant le Wakanda du désert américain. Cette civilisation utiliserait la façade d'être une simple société de sans-abri mormons aux yeux de tous, quand en réalité elle serait une communauté la plus prospère au monde. Mais une question demeure. Pourquoi les ligues sportives s'intéressent soudainement à Las Vegas? La réponse se trouve dans une évolution de la pensée au courant des années 2010, où les paris sportifs montèrent en popularité et dans l'acceptation de la population. Plusieurs États les ont même rendus légaux en 2018. Et quelle ville est la plaque tournante des paris sportifs? Las Vegas. Et où l'énorme quantité d'argent récolté se dirige? Dans les casinos de Vegas. Et qui décide probablement les codes des paris sportifs? Les Mormons avec leur civilisation secrète sous la ville. Regardez l'écrit sur le dos de la vieille canette usée. Cela ne vous rappelle-t-il pas les cotes des paris sportifs? Les ligues sportives voudraient-elles faire affaire avec la civilisation qui contrôle la majorité des paris sportifs de la Terre à partir du sous-sol de Las Vegas? Tant qu'il n'y a pas de preuve du contraire, on ne peut douter de cette possibilité. La quête de vérité est un chemin ardu. Les faits peuvent ne pas être ce qu'ils laissent paraître. Et jusqu'au prochain mystère. Ici Charles Divers qui vous dit au prochain mystère. Voilà un autre dossier de régler et d'élucider. Mais on va rester un peu dans les paris sportifs parce que je sais pas si vous connaissez l'entreprise Bet69.net. Ben, ils ont fait un petit brainstorm puis ils vont sortir avec un nouveau truc. Puis nous, on a été dans leur bureau. Fait que vous allez pouvoir entendre qu'est-ce que ça s'en vient avant tout le monde. En une autre exclusivité match nul juste pour vous. Grâce aux dernières découvertes scientifiques, on peut enfin entendre comment sonnent les baleines hors de l'eau. En voici un extrait. Voyons, qu'est-ce que t'écoutes? Le making-of du dernier Avatar, ça a l'air. Range ça, le patron est là. Les gars, on est une compagnie de paris sportifs, pis on fait de l'argent. Mais le but de notre compagnie, c'est... Faire découvrir le monde du sport. Non, c'est de faire plus d'argent. Déjà qu'ici, chez Bet69.net, on est les chefs de file dans l'industrie. Mais c'est pas le temps de se reposer et d'attendre que les autres nous dépassent, là. Non! Il faut être en avant d'eux. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer une nouvelle division à l'entreprise Bet69.net Kids. Patron... Je sais ce que vous vous demandez. Kids s'écrit avec un Z. OK, mais là, c'est des paris sportifs pour des enfants. Ou c'est pour des sports impliquant des enfants qu'on parie dessus? Les deux ont défriché un tout nouveau pan au monde des paris sportifs.
Voyez ce que le département marketing a préparé comme pub, là, ça va être plus clair après. Parents de jeunes sportifs qui cherchent comment investir leur chèque de paie, Bet69.net vous offre enfin l'opportunité de parier sur les sports pratiqués par des enfants. Une expérience moderne et enrichissante pour toute la famille. Ah ouais, petit! J'ai mis 20 piastres sur toi! Yes, sir! Là, mon amour, tu as fait perdre beaucoup d'argent à maman. Toutes les cotes et bien plus sur la plateforme Bet69.net. D'où ça sort cette idée-là? Ben, au début, je voulais faire une division spécifiquement pour les femmes, mais je me suis dit que le monde des réseaux sociaux se fâcherait et que ça ferait un scandale. Donc, Bet69.net Kids est la solution idéale. On touche au marché du hockey mineur, les compétitions de cheerleading et même les concours d'épellation. Mais ça va être quoi la prochaine affaire? Du beer pong U12? Et qu'est-ce que tu viens de dire là? Je vais noter ça. C'est bien beau, cette idée-là, patron, là, mais pourquoi on se lance dans les paris sportifs pour enfants? Ben, contrairement à toutes les compagnies modernes qui croient connaître leur marché, notre stratégie va aller chercher les jeunes. Bet69.net Kids, c'est pour les jeunes, sur les jeunes et avec l'argent de poche des jeunes. Ouais, mais les jeunes peuvent pas parier, c'est illégal. Eux, non, mais leurs parents peuvent le faire pour eux. Oh boy, comment le monde du sport va réagir à ça? Ben, on commandite déjà notre premier événement sportif ce mois-ci, donc je dirais avec enthousiasme. Pourquoi on n'a pas été mis au courant de ça? C'est pas mal à ça que ça sert une réunion comme celle-ci, hein, non? D'ailleurs, le département marketing a aussi préparé une pub pour l'événement. Samedi soir 15 juillet à la garderie Rainbow Little Bunnies d'Atlantic City, c'est le premier gala du Ultimate Kindergarten Partner Championship. Voyez One, Don't Call Me Mommy, Nguyen contre Bobby Nona Maguire s'affronter pour la ceinture des poids couches. De l'action à couper le souffle, des coups spectaculaires et des pleurs d'enfants garantis. L'Ultimate Kindergarten Fighter Championship, présenté par Bet69.net. C'est tout pour l'épisode 98 de Match Nul. Ouais, je sais, je suis pas fait de Canadien en 5 minutes. Ben, désolé, hein, ça arrive des fois. Je fais comme tous les autres médias, quand le Canadien joue plus, ben, y en a plus. Qu'est-ce que je te dis? Je ne gaspillerai pas 5 minutes à parler encore dans le vide, hein, comme que je fais depuis les 5 derniers mois pour ce segment-là. Donc, c'est pas grave, on se revoit pour l'épisode 99 de Match Nul le mois prochain et le 100e dans 2 mois en septembre.